Bon eh bien écoutez, monsieur Tatou, je suis désolé de vous dire ça, mais d'après mes examens, vous n'avez rien au dos. Hein? Mais comment ça? Vous avez du mal chercher, je suis pas fou, j'ai vraiment mal au dos moi. Eh bien écoutez, d'après la radio, l'IRM et le scanner que nous avons fait, il n'y a rien qui semble anormal. Donc la seule chose que je puisse faire pour vous, c'est éventuellement vous rajouter une petite prescription de Doliprane et une consultation chez un psychologue. Quoi? Un psy? Mais vous m'écoutez pas ou quoi? J'ai vraiment mal, je suis pas fou. Oula, et agressif avec ça. Sécurité. Mais non, 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 s'il vous plaît. Y a un problème, docteur? Ah, veuillez emmener monsieur Non, Tatou non. s'il vous plaît. Ok, Non, non, non. Merci beaucoup. Allez, viens là, toi. Voilà. J'en peux plus de ces patients tarés. Patient suivant, s'il vous plaît. Bon, il est temps qu'on aborde un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis un bon petit moment, la douleur. J'avais envie de vous en parler parce que c'est un sujet de société hyper important, parce que si on se base sur les chiffres de l'Académie française de médecine, il y aurait 20 millions de Français atteints de douleurs chroniques, soit environ le tiers de la population française. Et même si sur YouTube la population est plutôt jeune et que vous n'êtes pas forcément concerné par des douleurs chroniques, on vous invite quand même à écouter tout ça, parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez un jour concerné ou que vous ayez des proches qui le soient. Comme le dit le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc pour savoir de quoi on parle, on va voir la définition de la douleur chronique selon la Haute Autorité de Santé. C'est une douleur persistante ou récurrente qui dure au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée, notamment si la douleur évolue depuis plus de 3 mois, avec une détérioration significative et progressive dans la qualité de vie à cause de la douleur. La douleur chronique doit être appréhendée selon un modèle biopsychosocial. Et ce modèle biopsychosocial, on commence vraiment à l'aborder d'une façon sérieuse dans la médecine d'aujourd'hui. Mais le souci, c'est que malgré la présence et l'importance incontestable de la douleur dans notre société, ça reste un sujet tabou. Peu de personnes s'expriment ouvertement au sujet de leur douleur, et quand on en a, on s'imagine souvent les pires scénarios la concernant. Ah, j'ai tellement mal au dos, ça doit être une sciatique. Putain, j'ai mal à la tête trop souvent, je dois avoir de l'hypertension. Ah, et sur Doctissimo, ils disent que ça doit être une tumeur. Et pour faire passer leur douleur, certains patients vont même jusqu'à prendre des doses de médicaments qui seraient capables d'assommer un cheval. Et puis ce tabou, il a longtemps été renforcé par la façon binaire dont la médecine avait de se représenter la douleur pendant très longtemps. En gros, soit grâce aux examens médicaux, on arrivait à trouver des causes physiques aux douleurs et donc dans ce cas-là, on appliquait des traitements physiques, soit on ne trouvait pas de douleur et donc on décrétait que la cause était psychologique. Et quand on parle de douleur psychologique, très souvent ça implique inconsciemment qu'on considère que la personne un petit peu comme folle ou tarée. Mais le problème, c'est que les personnes qui ont des douleurs psychologiques soi-disant, ces douleurs, elles les ressentent réellement. C'est pas une illusion, elles les inventent pas. Et donc leur dire que leur douleur c'est dans la tête, souvent c'est un diagnostic qui n'est pas accepté, voire même rejeté et qui est cause de souffrance. Et avec ça, c'est l'entrée directe dans le cercle vicieux de la douleur. Et donc aujourd'hui, dès qu'on dit à quelqu'un que sa douleur serait d'ordre psychologique, malgré toutes les avancées en neurosciences qu'on a pu faire, les gens se disent toujours « Mais non, mais la douleur elle est pas dans ma tête, j'ai vraiment mal au dos, j'ai vraiment une sciatique. » Quoi? Un psy? Mais vous m'écoutez pas ou quoi? Sauf que si, la douleur, elle est dans ta tête. C'est d'ailleurs même ici qu'elle est traitée, mais ça veut pas dire qu'elle est que dans ta tête, ni même qu'elle n'existe pas, bien au contraire. La douleur, c'est en fait une combinaison entre les signaux nerveux qui indiquent des dangers au corps, et donc qui sont réels, physiques et mesurables, et l'interprétation que le cerveau va en faire, qui débouche au final que sur une expérience purement subjective de la douleur, suite à l'interprétation du cerveau. Et c'est au niveau de cette interprétation que ça va souvent dysfonctionner. Mais attention, ça veut pas dire qu'on est fou. Mais avec les avancées de ces dernières années, les neurosciences de la douleur ont prouvé l'importance du cerveau et l'implication de l'esprit dans les mécanismes de la douleur, et donc ont développé en conséquence des nouveaux traitements de la douleur basés sur les sciences cognitives. Et donc vu qu'il est possible grâce à certaines méthodes de changer physiquement son cerveau, notamment grâce à la méditation, on va pouvoir utiliser ces dites méthodes pour changer notre perception de la douleur. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors accrochez-vous parce que ce coup-ci ça va être du lourd, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde gagne à connaître. Générique maintenant ?
Générique. Première partie, le déclenchement du signal douloureux. Bon alors pour commencer, il faut quand même que je vous explique ce que c'est que la douleur. Le système de la douleur, c'est donc, comme son nom l'indique, un système du corps. Comme il existe un système cardiovasculaire, comme il existe un système pulmonaire, neurologique, digestif, etc., il existe aussi un système lié à la douleur, dont la fonction est de transmettre la douleur. Mais la douleur, c'est aussi un sens avec des fibres nerveuses qui lui sont dédiées. Et du coup, oui, vous remarquerez que la douleur est considérée comme un sens, ce qui veut bien dire qu'on n'a pas que 5 sens. On en a beaucoup plus, mais ça, on en parlera une autre fois. Et donc la fonction du système de la douleur, c'est d'être un système d'alarme interne destiné à nous avertir des problèmes de notre corps et donc à les prendre en charge. Donc à la base, c'est plutôt une bonne chose. Si vous mettez la main sur le feu, heureusement que vous avez de la douleur qui est là pour vous dire « Vas-y, retire-la, laisse pas ta main dans le feu ». Et donc, comme n'importe quel système du corps, le système de la douleur peut lui aussi dysfonctionner. Et ceci de deux façons. Premièrement, soit en ne provoquant pas assez de douleur, mais ça arrive surtout dans les cas d'insensibilité congénitale à la douleur, qui est une maladie génétique qui atteint rarement certains enfants, qui en fait ne ressentent pas la douleur. Mais c'est quelque chose d'assez problématique pour ces gamins, pour la même raison que je viens d'expliquer juste avant. S'ils mettent la main dans le feu, ils vont la laisser dans le feu. Et ça va être des enfants avec généralement une espérance de vie assez basse, parce qu'ils risquent de très gros accidents, en n'ayant pas peur en fait de se faire mal et de se blesser. Salut! Et le système dysfonctionne aussi en provoquant trop de douleur quand c'est des choses qui devraient pas trop faire mal, voire même des fois pas du tout, comme un mouvement normal ou juste un petit effleurage. Ça arrive à certains d'avoir mal juste pour ça. Et c'est le cas du coup de nos 30% de douloureux chroniques qu'on a en France. Et c'est donc ça qui nous intéresse. Mais les douleurs excessives, c'est là aussi à la base une bonne chose, parce qu'elles vont apparaître naturellement après une blessure. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben dis-moi, chaque fois que tu t'es blessé, que ce soit une fracture, une coupure ou une entorse, l'endroit où tu t'es blessé, t'as toujours eu plus mal que d'habitude à cette zone, non? Bah oui, évidemment. Eh bien c'est parce que après s'être blessé, le corps va libérer des substances chimiques, des hormones et des neurotransmetteurs qui vont venir modifier les neurones de la douleur et les rendre plus sensibles, c'est-à-dire avec un seuil d'activation plus bas et un signal émis plus fort. Alors je stoppe juste 2 secondes pour faire un petit rappel de comment marchent les neurones. Les neurones, ils communiquent entre eux via des synapses où ils échangent les informations, et selon l'information que le neurone va recevoir, il va décider ou non de s'activer pour passer l'information au neurone suivant. Oui, enfin, pour faire très simple. Et donc cette sensibilisation des neurones de la douleur suite à des blessures, ça va nous permettre de nous rappeler qu'on est blessé à cet endroit-là et qu'on doit y faire attention le temps que ça cicatrise. Mais normalement, en quelques semaines, c'est quelque chose qui disparaît naturellement. Sauf que dans le cas des douloureux chroniques, c'est là où ça va un petit peu foirer et perdurer dans le temps. Parce que les neurones, ils vont pouvoir se modifier sur le long terme et rester hypersensibles, même après que le corps arrête de sécréter les substances suite à la blessure, et c'est ce qui va provoquer ces douleurs chroniques. Et cette hypersensibilité nerveuse, avec les techniques d'imagerie médicale qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui est observable et mesurable. Et ça prouve au moins une chose, c'est que la douleur n'est pas que dans la tête. Mais maintenant, il faut que je vous explique comment ça se passe un petit peu plus haut, au niveau du système nerveux central. Partie 2, le rôle du cerveau. Le système nerveux central, c'est quoi exactement déjà? Alors oui, effectivement c'est important, parce que c'est important de ne pas confondre le système nerveux central avec le cerveau. Le système nerveux central, c'est ce qui regroupe la moelle épinière, le tronc cérébral et le cervelet, qu'on appelle plus communément le cerveau reptilien, et l'encéphale, qu'on appelle plus communément le cerveau. Mais en fait, le cerveau, scientifiquement, en tout cas dans le langage médical, ça regroupe l'encéphale, le tronc cérébral et le cervelet. Et du coup, c'est au système nerveux central que parviennent toutes les informations du corps qui remontent via le système nerveux périphérique. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ok, on enchaîne.
Et donc toutes les informations qui proviennent du corps remontent jusqu'au cerveau, et c'est aussi le cas de la douleur, mais ça va pas forcément suffire pour déclencher une sensation douloureuse. Et non. En fait, le message de la douleur, il va être traité à différents étages au niveau du système nerveux central, et c'est à la fin le cerveau qui décidera si oui ou non il va déclencher une sensation douloureuse avec le signal qu'il a reçu. Et il va même décider si la douleur elle sera légère, nulle ou forte. Et c'est le cas pour toutes les douleurs, et ça va se faire en quelques millisecondes totalement inconsciemment. Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur. Alors comment ça se passe? Premièrement, quand le message nerveux de la douleur est capté par le corps et envoyé dans la moelle épinière, il y a un premier réflexe moteur qui se fait, donc c'est le réflexe de toujours enlever la main ou la partie du corps de ce qui fait mal. Mais après, il y a deux zones où la douleur va pouvoir être bloquée. Et c'est donc là que j'interviens. Donc comme tu le dis, il y a effectivement deux zones dans le cerveau qui sont impliquées dans le traitement de la douleur. La médulla rostrale ventromédiale et la substance grise périaqueducale. Toutes les deux sont situées dans le tronc cérébral, vous remarquerez. Alors je vous rassure, pas besoin de retenir les noms, ils trouvent juste ça joli. Et donc ces deux zones vont sécréter tout un tas de neurotransmetteurs. De la dopamine, de la sérotonine, de la dynorphine, des endorphines, de l'encéphaline, de la noradrénaline et des endocannabinoïdes. Et ces substances sécrétées par le cerveau vont circuler le long de la moelle épinière pour venir se positionner au niveau des synapses des neurones qui transmettent la douleur, afin de bloquer le message de la douleur. Ou plus exactement, d'augmenter le seuil d'activation des neurones et de baisser leur intensité de signal. Et ce système porte un nom, ça s'appelle l'inhibition descendante. C'est le cerveau qui va inhiber les messages en provenance de ce qu'il y a dessous. Inhibition descendante. Et si vous pensez que c'est quelque chose de pas suffisant pour faire passer votre mal de dos ou la douleur que vous vous coltinez tous les jours, écoutez bien cette histoire. En 2004, Bethany Hamilton, alors âgée de 13 ans, était en train de surfer à Hawaï. Quand tout à coup, elle s'est fait attaquer par un putain de requin-tigre de 4 mètres de long. Prise de panique, elle a nagé de toutes ses forces pour rejoindre la plage, sans se préoccuper du fait que, elle venait de se faire bouffer le bras gauche. Et dans une interview qu'elle a accordée à la CNN un petit peu plus tard, elle a déclaré qu'elle était tellement sous le choc qu'elle a vraiment ressenti aucune douleur. Et en même temps, heureusement, parce que les choses se seraient peut-être pas passées aussi bien pour elle. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est devenu une grande surfeuse capable d'aller en demi-finale des plus grandes compétitions mondiales. Alors oui, c'est un exemple un petit peu extrême, mais c'est quelque chose qui arrive bien plus fréquemment que ce que vous pouvez penser. A votre avis, comment ça se fait qu'on a autant de témoignages de soldats revenus de guerre qui disent avoir combattu alors qu'ils étaient blessés sans même s'en rendre compte? Ou même comment on pourrait expliquer les fakirs qui marchent sur des braises sans sourciller? Ou bien même, imaginez-vous dans la même situation que Bethany. Si vous avez un prédateur sauvage qui vous court aux fesses, je vous assure que vous sentirez pas le caillou dans votre chaussure ou les ronces qui vous lacéreront pendant votre fuite. Parce que le cerveau, il sait très bien qu'à ce moment-là, c'est des messages qui sont pas du tout importants. Ah putain, j'ai un caillou dans la chaussure. Il y a un ortie qui m'a fait une brûlure. Putain, on s'en fout. Des courbatures. On a un morceau de cul là. Le plus important, c'est la fuite. Ok. Putain, je me suis pissé dessus. Ta gueule. On entend souvent dire que c'est l'adrénaline qui, dans ces situations, va faire qu'on ressent pas de douleur. Mais c'est une idée reçue. En fait, l'adrénaline, elle va juste faciliter l'activation de l'inhibition descendante en nous focalisant sur un but de survie précis. Mais si on regarde toute la liste des neurotransmetteurs qui sont impliqués dans l'inhibition descendante, vous voyez bien qu'il n'y a pas l'adrénaline. Mais rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir un ours au cul pour activer l'inhibition descendante. On peut le faire consciemment. Et on en reparle juste après, mais sans trop vous spoiler, s'instruire sur la douleur comme vous êtes en train de le faire, ça permet d'activer l'inhibition descendante plus facilement. Et bon, vous imaginez bien que si le cerveau est capable de sécréter des substances chimiques qui vont bloquer le message de la douleur, il va aussi en sécréter qui vont être capables d'amplifier le message de la douleur. Comme par hasard, ça aurait été trop beau sinon. Enfin, pas des substances, une, c'est la cholécystokinine. Donc la cholécystokinine, elle est sécrétée par le cerveau, elle va descendre le long de la moelle épinière, elle va arriver au niveau des synapses des neurones qui transmettent du coup le message de la douleur, et elle va venir amplifier le message qu'ils transmettent, ou plutôt rendre les neurones plus sensibles. Seuil d'activation plus bas, signal émis plus fort. En gros, c'est tout l'inverse de l'inhibition descendante. Et ce mécanisme s'appelle donc la facilitation descendante. C'est ce qui va faciliter l'apparition de la douleur. Ok, alors tout à l'heure, il fallait qu'on ait un ours au cul pour activer l'inhibition, même si t'as dit qu'il y avait d'autres solutions. Du coup, pour la facilitation, comment on fait pour l'activer?
Eh bien déjà, on a mis en avant des causes génétiques. Alors ça, on peut pas y faire grand chose, quoique... Ouais non, on va pas parler d'épigénétique maintenant, on garde ça pour une autre fois. Donc, cause génétique, mais il y a aussi et surtout le système d'anticipation de la douleur. En gros, si tu considères qu'il y a un danger imminent pour ton corps et que tu vas recevoir une douleur, et ben la douleur que tu recevras n'en sera que plus intense, voire même elle sera déclenchée pour rien. Ok, c'est parti. Ah. Et pourtant, ton cerveau aura quand même reçu l'information de la douleur. L'information est réelle. Donc avec tout ce qu'on vient de dire, il paraît légitime de penser que réduire l'activité de la facilitation descendante grâce à l'activité de l'inhibition descendante devrait être notre stratégie première pour réussir à faire passer les douleurs chroniques. Ouais ok, mais bon, ça a l'air plutôt inconscient comme processus, non? Comment on peut faire pour l'activer consciemment? Parce que sinon ça sert à rien. Alors pour pouvoir te répondre, je vais te présenter une expérience qui a été réalisée en 2013. Il y a des chercheurs qui ont mesuré l'activité des fibres nerveuses liées à la douleur directement dans la moelle épinière des sujets de leur étude. Et donc l'étude consistait à appliquer de la crème hydratante sur la peau de tous les sujets, sauf qu'à la moitié d'entre eux, on leur disait ça. Cette crème est faite à base de piment très très fort. Et chez ces sujets-là, les scientifiques ont réussi à mettre en avant une amplification très notable du signal de la douleur dans la moelle épinière. Alors qu'à la base, il n'y avait rien de physique pour provoquer la douleur. Et pourtant, elle a été provoquée avant même d'arriver dans la tête. Et ça, c'est juste parce que chez ces sujets à qui on avait dit que c'était de la crème pimentée qu'on leur mettait, et bah, ils ont libéré de la cholécystokinine par le système d'anticipation de la douleur, et donc leurs neurones de la douleur sont devenus plus sensibles et activables sans raison. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie, mais moi personnellement, je trouve ça juste ouf. Parce que cette expérience, elle prouve juste une chose. Si selon les connaissances que l'on a, le cerveau considère pas du tout le signal comme étant une menace, et bah il va libérer des neurotransmetteurs de l'inhibition descendante, et on va pas avoir mal. Et à l'inverse, quand le cerveau il est un petit peu flippé et qu'il a envie de recevoir un maximum d'informations sur ce qui se passe parce qu'on a une mauvaise compréhension de la chose ou un manque de connaissances, et bah là, la cholécystokinine va être libérée et on va avoir des douleurs qui vont survenir pour rien. Et le gros problème, il est là, c'est que la plupart des gens n'ont pas fait des études de médecine et sont donc pas en mesure de réussir à comprendre leur douleur. Et donc du coup, tout le monde va aller chercher des conseils auprès des professionnels ou va essayer de trouver des explications via un nombre d'examens incalculable ou vont même carrément aller lire certains trucs sur internet. Sauf qu'avec tout ce que vous allez apprendre, vous allez vous mettre à avoir certaines pensées de ce type-là. Ah, si j'ai une douleur comme ça, c'est certainement que j'ai un problème très grave dans le corps. Je peux plus rien faire à cause de ça. Hein, cette douleur, ça m'empêche de faire tous les mouvements que je veux, je suis bloqué dans mes activités, je vais devoir arrêter tous mes hobbies. Ah là là, les médecins ils m'ont dit que mon corps il était bien plus vieux que mon âge. J'aurais jamais dû faire autant de sport. J'en referai plus jamais. Et je vous assure que j'exagère vraiment pas. Et du coup, suite à ça, on va commencer à prendre des décisions dans notre vie à cause de la douleur. On va commencer à avoir une relation émotionnelle à la douleur. Et la douleur va prendre une dimension vraiment énorme dans notre vie. Et on va plus penser qu'à ça. Et on va anticiper la douleur en permanence. Et donc libérer plus de cholécystokinine. Et donc rentrer dans vraiment ce fameux cercle infernal de la douleur dont je vous avais parlé au début. Alors qu'au contraire, si les professionnels commençaient à tenir un discours rassurant au sujet de la douleur, à condition bien sûr de vérifier qu'il n'y a pas de problème de base qui déclenche la douleur, mais la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, chez les douleurs chroniques, il n'y a pas de raison. Donc, on tient un discours rassurant au sujet de la douleur, en se montrant compréhensif et altruiste auprès des patients, hashtag Christophe André. Alors du coup, on pourra se servir de l'inhibition descendante pour traiter les douleurs chroniques, et ça pourrait réellement changer les choses. Tu m'as pas l'air convaincu, alors voilà une dernière étude pour te prouver tout ça. Alors, c'est une étude qui a été réalisée en 2004, donc ça commence à dater un petit peu, mais c'était par des Australiens, et eux, niveau médecine, ils sont sacrément en avance sur pas mal de points. En 2004, des chercheurs se sont intéressés au cas d'une femme de 36 ans qui souffrait de mal de dos depuis plus de 4 ans, après être tombée un jour à son travail. Et du coup, ils ont mesuré l'activité des neurones liés à la douleur directement dans les aires cérébrales, donc là où le message de la douleur est traité, tout en lui demandant de faire des abdos dans le scanner. Et du coup, le résultat, ça donnait à peu près ça.
Toutes les zones en rouge, c'est ce qui représente l'activité cérébrale liée à la douleur. Et après ça, ils ont passé plus de 2 heures à lui expliquer d'une façon éclairée pourquoi elle avait mal au dos. Si vous avez mal, c'est parce que vous avez développé une hypersensibilité nerveuse liée à votre chute d'il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, tout va bien, votre dos ne présente plus aucun signe de fragilité, vous pouvez donc exécuter tous les mouvements comme vous le souhaitez. Ayez confiance en vous. Et quelques temps après, quand elle est revenue pour refaire les tests, toutes les activités cérébrales liées à la douleur avaient juste disparu. Et suite à cette étude, il y en a eu en masse qui ont été faites et refaites et qui ont prouvé toujours la même chose. Donc si vous avez vous aussi des douleurs chroniques ou des hypersensibilités, appelez ça comme vous voulez, je vous invite vraiment à vous poser toutes ces questions. Pensez-vous que votre douleur est le signe que votre corps est fragile ou irrémédiablement endommagé? Pourquoi considérez-vous certains mouvements comme dangereux pour votre corps? Pensez-vous vraiment que l'intensité de vos douleurs reflète l'importance de vos lésions corporelles? N'y a-t-il réellement aucune autre solution que les médicaments pour régler votre douleur lorsqu'on ne trouve aucune cause physique avec tous les examens que l'on fait? Bon alors, on en a suffisamment fait pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, même s'il y avait un troisième acteur dans les mécanismes de la douleur dont j'aimerais vous parler qui est l'esprit. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo la semaine prochaine, qui sera un petit peu plus courte, rassurez-vous, beaucoup plus court même, et ça va être de la mise en pratique de tout ça. D'ici là, prenez le temps de bien intégrer tout ça, et surtout n'oubliez pas, Médite tout. Salut! Alors déjà, si vous êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle pourra servir au plus grand nombre de personnes pour avoir une meilleure compréhension de la douleur et donc une meilleure gestion de la douleur dans notre vie quotidienne. Je remercie beaucoup le site Restrain Pain Foundation que vous pouvez donc trouver en lien dans la description, qui est un site de vulgarisation autour de la douleur et dont je me suis beaucoup inspiré pour faire cette vidéo. Je vous conseille d'aller y faire un tour pour approfondir un petit peu tout ce que je viens de dire. Petite précision aussi, je fais souvent référence au mal de dos quand je parle des douleurs chroniques, parce que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent quand on a des douleurs chroniques, c'est le mal de dos, mais ça peut concerner n'importe quelle autre partie du corps, hein. Je veux bien être clair là-dessus. Et donc du coup, dans la prochaine vidéo qui va arriver, j'espère la semaine prochaine, j'espère être assez rapide pour la monter, on mettra en pratique un petit peu tout ça, parce qu'on va parler du coup du rôle de l'esprit et donc de l'importance de la méditation et des thérapies cognitives pour soigner tout ça. Sinon quoi d'autre? Eh bien avec cette année, on a fêté le 12 janvier l'anniversaire de la chaîne. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et aussi bonne année 2019, hein. Je vous souhaite à tous que tous vos projets se réalisent. Et pour cette année, du coup, la chaîne va beaucoup évoluer. Donc vu qu'on a fêté les 1 an, on termine un petit peu avec ces quelques vidéos. Et très rapidement, on va attaquer la saison 2 de Meditatou, qui va devenir du coup une chaîne un petit peu plus sérieuse, avec de plus grandes ambitions. Parce que je compte vraiment m'investir un petit peu plus dans YouTube. Voilà, c'était à peu près tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, Meditatou.